Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà repartis pour une heure de débat autour de l'actualité économique. Quelle actualité économique? Alors moi je veux reparler, c'est pas tellement l'actualité, c'est un peu le défaut de cette émission, c'est que c'est un peu ce dont j'ai envie de parler, pas toujours l'actualité, mais l'histoire d'Elon Musk, des plus-values latentes, du capital de Tesla vendu sur Twitter, je dois dire que ça me passionne. Donc je vais avoir le sentiment des invités qui, à un titre ou à un autre, ont un avis à mon avis... ont un avis fondé sur cette question. Non, ce que je veux dire, fondé, quoi. Voilà, parce qu'on peut tous avoir un avis, mais là, un avis fondé. La COP26, bien sûr. Ce qui se passe du côté des grandes entreprises, là, la série de scissions en plusieurs sociétés distinctes, Toshiba, General Electric, Johnson & Johnson, etc. Et puis les Français qui aiment Doctolib. Tiens, on va démarrer avec ça, d'ailleurs. Allez, c'est parti. Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, Nicolas Duep est avec nous. Salut Nicolas, fondateur d'Alchimie. Wilfried Galland, salut Wilfried, oui, stratégiste Montpensier Finance. Et Stéphane Van Nuffel, salut Stéphane, fondateur de netinvestissement.fr. Remarque tous les deux. Non mais Nicolas, parce que tu es quand même, et d'ailleurs sur Elon Musk aussi, donc Alchimie est un groupe de nouvelles technologies dans la vidéo, coté en bourse, tu as décidé de faire le pari de la bourse. Bon, tu accompagnes, on va dire, la croissance de la French Tech depuis de nombreuses années à travers l'ensemble des boîtes que tu as lancées. Doctolib, donc c'est le classement du JDD, on en reparlera plus largement demain d'ailleurs. Mais donc Doctolib qui fait, je crois, qui bondit de 13 places dans le classement des entreprises préférées des Français, fait par Eight Advisory d'ailleurs, un classement sérieux, bien fait, très joli sondage. Moi, ce qui me fait marrer, c'est le contraste quand même entre, on va dire, les commentaires moralisateurs que j'ai pu entendre autour de Doctolib et des menaces sur nos données personnelles et sur la privatisation de l'ensemble de notre système de santé. Puis des Français qui disent « mais c'est une tuerie ce truc, quoi ». C'est aussi simple que ça. Comment est-ce que tu analyses ce succès, Nicolas ? D'abord, on parle de santé, donc c'est un sujet quand même hyper important en ce moment. Et puis quand même, Doctolib, ça a tué les 4 saisons de Vivaldi. Vous savez, celles que vous aviez, auxquelles vous avez le droit en permanence quand vous appeliez le médecin. Très bon. Et que vous aviez jamais votre rendez-vous, la secrétaire qui devait vous rappeler, etc. Très bon. Là, aujourd'hui, en 2 clics, on a un rendez-vous. En 2 clics, on déplace son rendez-vous, on annule son rendez-vous. L'ordonnance, les différentes pièces sont stockées à un endroit. Donc, c'est génial. C'est un gain de temps à la fois côté utilisateur, mais également côté médecin, parce qu'il y a une centaine de milliers de médecins qui ont maintenant adhéré, d'ailleurs c'est le modèle économique, et donc qui aujourd'hui économisent l'assistante, le secrétariat, enfin qui d'un seul coup deviennent un tout petit peu plus performants dans la relation avec les patients. Donc moi je trouve qu'ils ont révolutionné complètement l'approche. Et puis, donc c'est normal que ça devienne aujourd'hui la plateforme préférée des Français. Et puis ensuite, ils ont fait aussi le pari du non-partage des données. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui... sur la santé, tu es obligé. Non, mais ils ne les revendent pas, ils ne les commercialisent pas. Mais tu peux pas commercialiser des données de santé. Mais en tous les cas, c'est clair, c'est net. Oui, non, mais là, c'est marqué sur... Oui, il y en a c'est d'autres. pire que l'aérien. Ah non, sur les données de santé, c'est pas possible. Non, mais il y en a d'autres qui ont plein de données. Oui, d'accord. Mais là, pas les données de santé. Aujourd'hui, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Alors après, il y a ce que je trouve intéressant dans Doctolib, c'est qu'il y a aussi un petit paradoxe un peu français, parce que finalement, aujourd'hui, c'est la privatisation d'un service public, finalement. Et donc... la Sécu aurait pu le faire, c'est ça que tu dis ? Bien sûr. Mais justement, quand on confie à des entrepreneurs, on a un service qui marche, qui coûte pas cher, qui satisfait tout le monde et qui, à la fin, est promu par la Sécu, puisque aujourd'hui, il faut prendre, par exemple, un rendez-vous sur le vaccin, aller sur Doctolib. Enfin, c'est devenu, devenu l'adresse unique, ignorant au passage toute forme de concurrent, puisqu'il y a quand même d'autres petites plateformes, d'autres micro-plateformes qui tentent d'exister en France, et Doctolib a embarqué tout le monde. Donc, ça a été, juste un mot là-dessus, parce que ça a été le coup de génie. Alors, mais ça, tu connais ça par cœur, vous connaissez
connaissez ça par cœur, The Winner Takes It All. Simplement, Niox Chateau, donc le fondateur, ça a été son coup de génie au départ. Moi, je me souviens, j'ai fait les toutes premières interviews avec lui. Il embauchait des centaines de commerciaux pour aller très très vite, parce qu'il fallait installer le truc chez les médecins, ils étaient incapables de le faire eux-mêmes, pour aller très très vite, et il disait, une fois qu'ils ont une plateforme, on y est pour l'éternité. Voilà. C'est ça. Ils en changeront pas. C'est le principe des plateformes dans le digital. Tout à fait. Et La clé, c'est les médecins, quoi. La clé, c'était les médecins, et donc cette boîte de tech, en fait, dépensait mais un fric monstrueux en commerciaux pour aller faire toc-toc chez les médecins. C'est la même chose pour Uber. Uber, par rapport à ses différents concurrents, surpaye les chauffeurs, leur donne des primes, etc., au risque effectivement de dégrader totalement leur rentabilité, en disant il faut qu'à un moment donné, le chauffeur prenne l'habitude de travailler quasiment uniquement sur Uber. Ouais. Et une fois qu'en fait je serai la seule plateforme avec des fournisseurs, le client va dire je vais aller sur Uber parce qu'au minimum là, de toute façon j'aurai mon rendez-vous. Et là c'est d'une certaine façon c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait il faut l'effet de masse. Et l'effet de masse, on ne l'a non pas originellement avec le client, mais on l'a, de ce point de vue-là, avec les fournisseurs. Ouais. Il faut que tous les fournisseurs viennent dessus. Oui, je comprends. Pareil pour Amazon. C'est un effet de masse B2B, quoi. Voilà, exactement. Producteur du service. Ouais, Exactement. c'est ça. Et puis après, une fois effectivement, qu'on il y a fluidité, installé voilà. la machine, il n'y a pas de churn. Aucun médecin va quitter la plateforme. Mais c'est ça. Un coût à imaginer qui c'est sont même- installés. Mais c'est même pour pas durer. ça, si on peut se le dire un mot. Les médecins, alors je sais pas s'il y en a encore, parce qu'en vieillissant, vous y allez moins, mais les gars qui n'avaient pas encore la carte vitale il y a 3-4 ans, vous dites, c'est vrai qu'en termes de techno, si tu leur as installé un truc qui marche, t'es tranquille jusqu'à la retraite, quoi. Ah oui, le gars, il n'en sortira jamais. Stéphane ? Alors, deux choses très rapides. Moi, c'est marrant parce que j'ai été confronté, j'ai accompagné une boîte qui était spécialisée dans les médecines alternatives de type chiropractie, ostéopathie, etc., qui montait un modèle à peu près en même temps que Doctolib. Alors, deuxième phase de Doctolib, donc il y a 6-7 ans, l'accélération. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, l'agenda était la concurrence de Doctolib. Doctolib était tellement présent sur ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire d'avoir mis au service du médecin ce qui était le truc le plus contraignant, c'est-à-dire l'assistance. En face, toutes les autres plateformes qui ont essayé, même très spécialisées, avec des arguments comme le rating, c'est-à-dire noter le patient et noter le client de façon très, très encadrée, puisqu'on est en train de parler de santé, n'a pas fonctionné. Donc ça ne m'étonne pas que finalement Doctolib, avec le truc le plus basique, qui était donc un agenda en ligne, en fait, c'est un agenda en ligne mis à disposition du patient pour lui faciliter la vie, éviter les 4 saisons, et un agenda en ligne pour le médecin, cette réussite-là est indéniable. Ouais. Maintenant, moi j'avais un doute à l'époque, alors j'avais peut-être pas forcément très objectif, c'est que je me disais les médecins vont subir beaucoup d'annulations, beaucoup de changements, parce qu'il y a moins d'engagement aussi. Quand tu as galéré avec tes 4 saisons pendant un quart d'heure, au final, attention, oui, mais... Et finalement, j'avais tort, Stéphane. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça ne m'étonne pas, parce que finalement, les gens ont trouvé aussi... Évidemment, ils ont capté les médecins, et moi qui ai monté une marketplace digitale, à un moment donné où ce n'était pas le cas, je sais que c'était ça qu'il fallait faire. Ouais. Donc, il fallait mettre de l'humain, finalement, au départ, pour vendre ton futur outil qui remplacera l'humain indirectement, Uber, etc. Ce qui est assez drôle au final, c'est que maintenant tu vois que les Français aiment l'outil, et comme ils l'aiment, finalement il n'y a pas un taux finalement d'annulation, mais parce que, attention, parce que dans les règles de Doctolib, si tu annules au dernier moment, tu es sorti du truc. Ça aussi, ça a été un truc qu'ils ont fait dès le départ, de pas hésiter aussi à maltraiter, ou en tout cas à pousser l'engagement du client final, qui est poussé par tout un système de rappel, et qui est poussé par un système de sanctions. Toute plateforme a une charte, je peux te garantir que... Et tu crois que c'est pas respecté ? Non, évidemment, si tu annules 4 rendez-vous d'affilée 5 minutes avant, évidemment, de toute façon, c'est le médecin qui, à un moment donné, n'acceptera plus le rendez-vous, ou qui bouchera son truc. Ils étaient très, très regardants là-dessus. Mais indirectement, tu ne peux pas faire ça. Si tu es une marketplace, entre guillemets, modèle marketplace, c'est-à-dire si tu es en tout cas un outil digital ouvert de service, où les gens viennent eux-mêmes pusher leur offre, le médecin et le patient la demande, tu ne peux pas à un moment donné trop sanctionner. D'où l'idée que moi j'avais à l'époque de me dire, il manque sur Doctolib la possibilité de noter, non pas les capacités du médecin ou du patient, parce que tu n'as pas trop le droit sur ça, mais en revanche de finalement noter sa ponctualité pour le médecin et son sérieux pour le patient. Alors ça c'est intéressant parce que... Attends, un peu... Non. Vraisemblablement, ils ne le font pas même en off, mais à un moment donné, c'était une vraie question stratégique. Autres plateformes et autres jeunes entrepreneurs, alors qui ne connaissent pas le même sujet, mais qui s'occupent des avocats. Parce que, en fait, tu as un peu le même sujet avec les avocats qu'avec les médecins. Il faut rajouter un truc avec les avocats, c'est qu'en fait, tu sais jamais auquel t'adresser. Le médecin, ça reste un médecin. Ouais. Bon, voilà. L'avocat, tu sais pas. Donc déjà, tu vas faire une plateforme d'accès, tu vas les classifier à peu près par niveau de compétence, etc. Spécialité, machin.
Et puis arrive forcément le truc, tu dis tu les notes pas. Et le type dit c'est thermonucléaire. C'est-à-dire, là, tous les avocats te foutent dehors si tu te mets à les noter. Et je pense pour les médecins, c'est pareil. Non, mais médecin, t'as pas le droit. Sur la santé, t'auras pas le droit de jauger la capacité du Non, médecin. mais même la salle d'attente, le truc, le machin, laisse tomber. La propreté. Non, mais je veux dire, tu fais Non, mais ça. t'es quand tu d'accord, prends un Nicolas, Uber. thermonucléaire. Ça passera pas. Non, Ça passera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu. Moi, je Est-ce pensais que que- c'était un Mais élément. c'est très culturel aussi, parce qu'après, il y a d'autres pays qui s'autorisent à le faire. Bah tiens, mais ça marche très bien en Asie, par exemple. Voilà, en France, l'éducation nationale, par exemple, ce serait totalement impossible, Ouais, attention, alors que là, dans plein de pays, on note les profs. Quoi. Est-ce que, et on va en finir là, c'est grâce à Doctolib qu'on est si bien vacciné? Moi, je pense. Moi, je pense que oui. Hein Bah, c'est- On est je pense d'accord que- hein Oui, je pense que oui. Parce qu'en fait, la grande force de ces plateformes, c'est de gérer la masse. Ben oui. C'est de gérer en fait une offre contrainte par rapport à une demande qui est totalement désynchronisée en plus. Ce qui est le cas des gens qui n'ont pas non plus toute la journée pour être au téléphone pour demander un rendez-vous. Or, là, on avait une demande de masse. C'est-à-dire que là, il y avait une urgence. Il y Il avait faut une avoir demande. vécu le il y avait- 12 juillet, comme je l'ai vécu avec une bande d'ados qui n'avaient absolument pas l'intention de se faire vacciner et qui tout à coup ont découvert qu'il fallait le faire dardard. Ouais. Avoir vu vous avez 1527 jours d'attente, tu sais, quand à un moment le système a explosé, pour effectivement la gestion de la masse. Voilà, exactement. Donc, cette plateforme-là, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire que là, on parlait de toutes les barrières réglementaires. En fait, ils ont réussi à se développer avant que les barrières réglementaires ne s'installent et justement empêchent ce genre de choses. Tous les services médicaux n'ont pas vu à l'origine qu'en fait, ils allaient à un moment donné dépendre d'un hub qui allait s'appeler Doctolib. Moi, j'avais à côté de chez moi un centre de vaccination qui avait refusé dans les premiers temps d'être sur Doctolib. Il fallait aller s'inscrire, après ils rappelaient Ils ont pour pas vérifier refusé qu'on était longtemps, les bien mecs, pour vérifier qu'on était bien. Je veux dire que maintenant ils sont sur Doctolib hein, parce que si les gens disent non mais c'est pas possible, ça va plus être possible. En gestion de temps humain, c'est une réussite. Extraordinaire. C'est une réussite. Non, c'est une réussite extraordinaire. Je ne sais pas où ils en sont de leur développement. En Allemagne, je crois que la cible, c'était l'Allemagne. L'Allemagne, l'Angleterre aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais maintenant, il va essayer d'exporter tout ça et ce modèle. Je ne sais pas si tu sais ça, Nicolas, il y a une techno-propriétaire quand même, au-delà de ce que j'ai raconté sur la force commerciale, Oui, le fait d'aller vite, etc. Mais il y a quelque chose dans la techno qui fait, par exemple, c'est le cas pour Blablacar, quelque chose qui est vraiment dans la techno, quelque chose de puissant qui fait que c'est compliqué de les copier. Est-ce que c'est le cas pour En fait, c'est pas Doctolib? des technos qui sont très lourdes et très compliquées, c'est que c'est bien pensé et c'est malin. Ouais, c'est ça. Et donc, ça offre une ergonomie côté utilisateur qui est inouïe. Hein. En 2 clics, on a pris rendez-vous. En un visuel, un écran, on sait... Oui, mais quel est-ce que centre- quelqu'un peut les copier, j'en sais rien, en Espagne, en Italie et tout, et démarrer from scratch? Alors, en Ils sont fait, retard. oui, ils sont en retard. Et c'est en retard. surtout, c'est en fait le côté malin, ça s'appelle la couche métier. Ouais. On a accumulé du savoir pendant des années. On sait que telle fonctionnalité fonctionne mieux comme ça, etc. Et ça, c'est difficile à copier parce que il faut toute maîtriser. l'arborescence. Ouais. Il faut copier toute l'arborescence, etc. En fait, l'algorithme en tant que tel, il n'est pas ultra sophistiqué, mais c'est de l'avoir collé aux attentes des uns et des autres qui est difficile. Et ça, c'est pas reproductible en un claquement de doigts.